Bonjour. Alors, la question à laquelle on va essayer de répondre pour vous aujourd'hui, c'est faut-il investir en Chine? Voilà. Alors, en préambule, nous ne sommes pas des spécialistes de la Chine. Donc, on a essayé de regarder, assez à fond bien entendu, mais essayer de regarder ce que disaient les uns, les autres, les différents organismes. Et à partir de ça, en néophyte, on a essayé de se faire une idée qu'on va partager avec vous. La première chose qu'on peut dire, c'est que la restriction des mesures anti-Covid, il y a un an, n'a pas généré le rebond économique que tout le monde espérait. Voilà. La croissance officielle en 2023, c'est plus 5,2%. Alors, ça peut vous paraître élevé, mais on vient dans le passé d'une croissance autour de 10%, donc c'est très nettement plus faible. Et on part d'une base qui était très favorable, parce que c'était une base où une partie de l'économie était contrainte par les mesures anti-Covid. Bon. Et qu'est-ce qu'on attend pour 2024? On attend, les experts attendent encore une baisse de cette croissance, autour de 4,7% par an. Bon. Alors, en plus, on a de la déflation. On a eu une baisse des prix en janvier 2024 de moins 0,8% sur un an. C'est toujours très mauvais quand une économie commence à rentrer dans un cycle déflationniste. Et puis on a une crise immobilière. Et l'immobilier, c'est à peu près 25% du PNB chinois, 20% des emplois, 70% du patrimoine des ménages. Vous voyez comme c'est important. Et on a une hausse des stocks de logements invendus très importants, des promoteurs en situation de quasi-faillite comme Evergrande, avec des pertes estimées en cumulé sur 2 ans de 81 milliards de dollars. Voilà. En plus, on a une baisse de la population, moins 2,7 millions de personnes dans les 12 derniers mois, et qui s'accompagne d'une baisse de la population active. On a un chômage élevé chez les jeunes, 21% sur les 16-24 ans. On a des départs de multinationales du pays, pour ne citer que Apple, Stellantis, Hewlett-Packard, et ça notamment à cause de la pression concurrentielle de l'Inde et du Vietnam. La Chine émet également un tiers des émissions de CO2 au niveau mondial et continue à faire une électricité largement à base de charbon avec le slogan du dernier plan « L'énergie doit être sûre avant d'être verte ». Bon. Et puis on a des tensions sino-américaines et maintenant tensions sino-européennes. Et puis, avec tout ça, on a un pessimisme général des acteurs économiques. Donc on a un peu l'impression d'être comme le Japon dans les années 90, qui est frappé par une énorme crise immobilière et qui rentre dans une longue crise déflationniste. Et ça se traduit par une baisse de la bourse. Alors regardons la bourse. Vous avez ici, avec les droits de régression IBU, vous savez, c'est un instrument qu'on aime beaucoup chez IBU, qui permet de voir à long terme le pricing d'un actif. Eh bien, le Shanghai Composite Index est à -1 écart type. Alors, c'est bas, mais ça pourrait être plus bas. Il faut avoir ça en tête. On a été à -2 écart type en 2006, avant la flambée pré-crise subprime. Voilà. Si on regarde l'indice de Hong Kong, qui est peut-être plus instructif parce que plus ancien, plus fourni, eh bien, on est en dessous de 2 écarts types, en dessous de la droite de régression, mais peut-être qu'on fait un double bottom. Voilà, c'est intéressant. Donc, on est bas, à très bas, sur les indices chinois. Et cette baisse de la bourse s'accompagne, comme on vous l'a dit, d'une baisse de l'immobilier. Vous avez ici les prix de l'immobilier. Alors, toutes les villes, c'est le grand trait bleu, et puis le trait orange, c'est les villes Tier 1, et les autres, c'est les villes Tier 2 et Tier 3. Eh bien, vous voyez que c'est vrai que l'immobilier a commencé à baisser à partir de 2017. Là, on a un graphique qui, malheureusement, qui vient du Trésor français qui étudie notamment la Chine et qui s'arrête en 2020, et donc la baisse a repris ces dernières années. Voilà, donc on a une tendance baissière qui s'était un peu interrompue et qui reprend. Voilà, alors quelles sont les mesures du gouvernement? D'abord, quels sont son objectif? Le gouvernement, il dit on veut être la première économie mondiale d'ici 2027-2030, c'est-à-dire dépasser les États-Unis, et on souhaite doubler notre produit intérieur brut d'ici 2035. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un taux de croissance annuel moyen induit entre 2019 et 2035 de l'ordre de 4,7% par an. Voilà. Et qu'est-ce que souhaite la Chine? C'est également que le PIB par habitant atteigne le niveau des pays développés. Par exemple, le niveau d'un pays comme l'Espagne ou le Portugal. Voilà.
malgré ça, bien qu'il dise ça, eh bien, on ne peut que remarquer qu'il ne met pas en œuvre de plan massif de relance budgétaire ou de baisse des taux. Alors regardons la baisse des taux. Eh bien, vous avez ici les taux courts de la Banque de Chine. Alors évidemment, vu de loin, on se dit « Ah ben si, les taux baissent ». Oui, c'est vrai, ils ont baissé. Mais si on zoome, eh bien, vous voyez, on est tout de même à 3,45% pour le taux de refinancement de la Banque centrale chinoise. Et vous voyez que la Banque centrale chinoise n'a pas baissé ses taux malgré la crise immobilière, malgré la léthargie économique depuis l'été 2023. Voilà, donc c'est tout de même instructif, c'est pas une action massive. Quand on pense à ce qu'ont fait les Japonais avec les taux zéro, ce qu'a fait la banque américaine pendant la crise des subprimes, etc. Voilà. Alors, pourquoi? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a eu la crise des subprimes, justement, face à une demande extérieure qui s'est effondrée, les autorités chinoises ont mis un plan de relance massif qui correspondait à 12,5% du produit intérieur brut, en s'appuyant particulièrement sur l'endettement des collectivités locales et des entreprises publiques. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Eh bien, ça a généré d'importantes surcapacités dans l'industrie et la construction qui, au bout de la route, ont dégradé les investissements. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une limite à ce modèle de développement avec des actions massives. C'est pour moi ce qu'a retenu le gouvernement. Parce que qu'est-ce qui résulte des réformes de ce plan de relance massif de 2008? Eh bien, c'est que depuis lors, on a eu progressivement une consommation des ménages qui s'est affaiblie, une baisse tendancielle de la productivité, un endettement élevé dans beaucoup de secteurs de l'industrie et également dans les collectivités locales, une population active qui en plus, avec ça, est vieillissante et des problèmes environnementaux. Voilà. Donc, on pense chez Hibou que le gouvernement a dû se dire c'est pas la politique idéale. Et qu'est-ce qu'il cherche à faire aujourd'hui? C'est ce qu'il a dit depuis 2017. Il veut effectuer un rééquilibrage vers un modèle plus soutenable qui repose davantage sur la consommation domestique, tout en cherchant à réduire progressivement les déséquilibres et les risques financiers. Concrètement, ce que veut le gouvernement, c'est augmenter la croissance potentielle de la Chine et pas faire de politique bazooka. Alors, comment est-ce que ça se traduit? On vous a mis ici l'évolution des exportations chinoises et des exportations mondiales pour voir si le rééquilibrage se faisait. Et en ligne jaune, vous avez les exportations de la Chine par rapport aux exportations du monde. Eh bien, vous voyez que effectivement, ça s'est tassé à partir de 2015-2016. Et vous avez en la ligne bleue ces exportations de la Chine par rapport au PIB chinois, et vous voyez que ça a énormément reculé depuis la crise du subprime, puisqu'on est passé de 35% à moins de 20% aujourd'hui. Donc on peut dire que sur ce plan-là, la Chine est en bonne voie d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Voilà. Mais en plus, ce rééquilibrage s'est traduit par une part croissante des services dans le produit intérieur brut, au détriment de l'industrie, puisqu'en 2021, 53% du PIB chinois était fait dans les services contre 43% en 2009. Donc là aussi, réussite. Mais, en contrepartie, la part de la consommation privée demeure relativement faible, 38% du PIB en 2021 contre 35% en 2009. Donc là, il y a tout de même un échec. Et les vulnérabilités macroéconomiques et financières domestiques demeurent nombreuses. L'endettement total de l'économie est passé de 150% du PIB en 2007 à 291% en 2022, niveau d'endettement des ménages atteignant 61% du PIB en 2022 contre 24% en 2009 selon le FMI. Voilà, alors la Chine, quel est son atout? Son principal atout, c'est qu'elle compte aujourd'hui 400 millions d'habitants à revenus intermédiaires, classe moyenne, principalement dans les villes de premier et deuxième rang, et ça représente un important moteur potentiel de la consommation domestique. C'est le moteur de la consommation domestique. Voilà. Si on regarde les politiques structurelles que suivent le 14e plan quinquennal 2021-2025, dans lequel nous sommes, son objectif est de construire un pays, je cite, socialiste globalement moderne. Voilà. Donc ça veut dire une politique en faveur de la classe moyenne, donc en faveur de ces 400 millions de Chinois à revenus intermédiaires. Et d'ici 2035, le gouvernement souhaite, comme on vous l'a dit, doubler le PIB par rapport à 2020. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que en voulant cela,
et en ayant l'atout de ces 400 millions de classe moyenne, de personnes de classe moyenne, eh bien, on a assisté à l'occasion du 20e congrès du Parti communiste chinois à un raidissement, et notamment avec le renforcement des efforts pour assurer ce qu'on appelle la sécurité nationale. Voilà. Y compris dans les domaines économiques, et plus spécifiquement dans les domaines suivants, la finance, la cybersécurité, la biologie, les ressources nucléaires, le spatial et la sécurité maritime. Et vous savez que ce raidissement en faveur de la sécurité nationale a été étendu à Hong Kong récemment. Voilà. Et puis, autre élément du raidissement qu'on peut noter, Chen Wenqing et Wang Xiaohong, on ne connaît pas, mais on a lu ça dans les notes de la Direction générale du Trésor, tous deux issus des ministères de la Sécurité intérieure et extérieure, au cours du dernier congrès du Parti du communiste chinois, ont intégré le Politburo, et on n'avait pas vu ça, des membres des services secrets, pour dire les choses simplement, rentrer au Politburo en nombre comme ça depuis 20 ans. Voilà, donc c'est pas un signe très favorable, et donc ça souligne la contradiction de cette politique chinoise avec les atouts qu'elle a et les objectifs qu'elle poursuit. Bon, donc on a une expansion, un objectif d'expansion de la demande intérieure, un objectif de soutien au secteur privé qui va en contradiction avec des recherches d'une économie autosuffisante avec un accent mis sur la sécurité nationale. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, parce que ça on lit dans tous les journaux et on voit toujours des avis négatifs sur la Chine, on peut noter tout de même que la politique d'urbanisation du gouvernement chinois, c'est de faire passer les urbains de 60 à 65% de la population, donc ça veut dire augmenter de presque 10% la classe intermédiaire en nombre, d'augmenter les dépenses sociales, retraite, chômage, aide sociale de base, assistance aux personnes âgées et garde d'enfants, mais c'est vrai que pour l'instant, ces objectifs sont un peu sous-financés, mettre en place des mesures pour attirer les investissements étrangers, et ça c'est en cours. La Chine s'est beaucoup développée dans l'intelligence artificielle. Depuis août 2023, on note 40 modèles LLM qui ont été autorisés. LLM, ça veut dire un grand modèle de langage, ce qui permet à l'intelligence artificielle de faire toute une série de tâches, et notamment de reconnaître et générer du texte. Donc 40 modèles, c'est considérable. Dans l'automobile, la Chine en 2023 est devenue le premier exportateur mondial devant le Japon. La Chine est en train de lancer un programme en faveur de la décarbonation de l'industrie lourde et la promotion de l'hydrogène. Il est en train de mettre en place également un programme de la production de semi-conducteurs, mais c'est vrai qu'il se heurte à un problème de recrutement de talents. Et ça met directement en lien avec la politique restrictive au niveau des libertés publiques. Et puis, il vient de mettre en place un fonds de stabilisation boursière, tout de même, de 278 milliards de dollars. Donc, il n'y a pas que des éléments négatifs. Alors, si on regarde les projections de l'OCDE de croissance, ben, vous voyez, la Chine est quasiment dans les pays qui auront la plus forte croissance, avec autour de, disons, plus de 4% de croissance attendue, 4,7 cette année, 4,2 l'année prochaine pour la Chine. Et si on compare aux États-Unis, l'OCDE prévoit des chiffres entre 1 et 2%, et plutôt autour de 1,5%. Alors, ce qu'on pense chez Booth, c'est que c'est peut-être un peu surévalué pour la Chine et un peu sous-évalué pour les États-Unis. Alors, regardons les actions, une fois qu'on a dit tout ça. Regardez les PER d'un certain nombre d'une série de grandes sociétés que vous connaissez, PER 2024, attendu par les analystes, Hang Seng Bank, une très 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 belle banque de Hong Kong, qui se développe en Chine continentale, 7,7. Alibaba, 7,6. Baidu, 9,8. Tencent, 13,9. SAIC, constructeur automobile, 10,1. Geely, autre constructeur automobile, 10,5. BYD, voilà, BYD c'est le concurrent de Tesla, direct, 13,4. Vous voyez, beaucoup moins cher que Tesla. Si on regarde les droites de régression que nous affectionnons chez Ibu, Hang Seng Bank, bon, on est tombé aux enfers, aux abysses, on est quasiment à 3 écarts types en dessous de la droite de régression. Alibaba, on est quasiment à 2 écarts types sous la droite de régression. Tencent, on est en dessous de 2 écarts types sous la droite de régression long terme. SAIC, 2 écarts types également. Geely, en dessous de 2 écarts types sous la droite de régression. Donc finalement, il n'y a que BYD, le concurrent de Tesla, qui est autour de sa droite de régression. Eh bien oui, parce qu'il est surtout tourné maintenant sur l'exportation, et puis il est en train de devenir le leader mondial de la production et de la vente de voitures électriques. Secteur d'avenir. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça?
eh bien, on a vu beaucoup de choses catastrophiques sur la Chine. Quand on regarde de loin, et avec les éléments qui sont les nôtres, bien entendu, eh bien, l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y aura probablement pas de changement majeur dans la politique chinoise à cause des raisons qu'on a évoquées, notamment liées aux précédentes politiques bazooka. Deuxièmement, on ne s'attend pas à un drame, autour de 4% de croissance, mais il ne devrait pas non plus y avoir de divines surprises parce que la politique met des freins à l'expansion. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut investir dans les actions chinoises? Oui, ou en tous les cas, si on veut le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, à condition que ces sociétés soient exposées à l'export, comme BYD, avec un avantage concurrentiel, ou exposées à l'industrie des semi-conducteurs à cause de l'énorme plan qu'est en train de mettre en place le gouvernement pour devenir autonome en semi-conducteurs, ou exposées à la classe moyenne, puisque l'objectif du gouvernement, c'est de monter le niveau de vie de la classe moyenne chinoise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à très bientôt avec l'équipe Hibou.